Le lendemain, nous avons repris notre équipée sur le chantier, dans des conditions climatiques qui étaient encore plus dures, puisque d'abord nous étions affaiblis, mais puis le froid avait envahi tout le territoire. Mais nous entendions des combats, enfin des bombes, et cela nous donnait à penser que peut-être nous serions bientôt libérés. Et je me souviens plus, c'était à la mi-janvier, c'est peut-être le 16 ou le 17 janvier 1945, qu'effectivement, un matin, au lieu de partir sur le chantier, nous sommes partis avec un morceau de pain et je ne sais plus quoi sur les routes où nous pensions être libérés parce que le bruit des combats se rapprochait. On sentait que la fin devait être proche, et puis le fait de libérer le camp nous confortait dans l'idée que les Alliés, et probablement les Russes, avançaient. Mais ça n'était pas une libération, c'était au contraire une marche forcée extrêmement pénible, parce qu'il faisait froid, il y avait de la neige, et que je ne sais pas combien de temps ça a duré au moins une journée, une nuit, la première tranche. Et durant cette marche, j'ai, comme d'autres, appris à marcher en dormant ou à dormir en marchant. Et on se réveillait parce que le convoi avait ralenti et on butait dans celui qui était devant, ou au contraire, soi-même, on avait ralenti, on était heurté par celui qui vous suivait. Mais il est possible de marcher en dormant. Et il n'était pas question de s'arrêter, parce que si on s'arrêtait, on ne se relevait pas. Si on avait la force de se relever, du fait qu'on avait quitté les rangs, on était abattu. Et on a marché là dans le froid avec un quignon de pain que mon frère et moi avons mangé tout de suite, d'abord parce que nous avions faim, et puis parce que nous disions c'est ça de moins que nous aurions à transporter. Nous avions une couverture sur le dos, notre couverture. Puis on changeait de voisins parce que les voisins posaient pied à terre, on ne les retrouvait plus. La première étape de cette marche, je crois, a duré environ 24 heures. Après, nous avons pris un train, enfin des wagons ouverts. Je rappelle que c'était en janvier. Je crois que nous avons été bombardés, enfin mitraillés. Il y a eu des morts dans un wagon du convoi, pas dans le nôtre. Je ne sais pas où nous sommes arrêtés. Ensuite, on a repris une marche à pied qui a été plus longue. Et ce dont je me souviens, c'est que je crois que ça était après une deuxième nuit. Nous sommes arrêtés dans un champ, on a dormi au pied d'un arbre. Et ce dont je me souviens, c'est que cette nuit-là, il a plu. Et qu'avec mon frère, comme si nous étions dans un lit au chaud, en se retournant, il m'a dit « Tiens, il pleut ». Mais il pleuvait sur nous. Et ça ne nous a pas empêché de nous rendormir, parce qu'on n'avait pas dormi véritablement allongé depuis au moins 2 nuits. Et le lendemain, quand il a fallu repartir, eh bien, nous étions en très mauvais état parce que les couvertures mouillées pesaient lourd sur nos épaules. Et pourtant, nous avons pu repartir.
et nous sommes arrivés à un camp qui s'appelait Gleiwitz. Et à partir de ce moment-là, je crois que les conditions étaient encore plus difficiles, bien que nous n'ayons plus à travailler, mais notre ration quotidienne était encore réduite. Et il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre ou la libération ou la mort, parce que autour de nous, les gens, je ne veux pas dire qu'ils mouraient, mais ils s'éteignaient. Ils s'éteignaient sans bruit, sans discours. Les yeux s'ouvraient grands et puis se refermaient définitivement. Et ça se passait comme cela. Et je ne sais pas combien de temps nous sommes restés à Gleiwitz. Et nous sommes arrivés à Mauthausen. Et à Mauthausen, là, nous avons retrouvé le capot de notre commando de chantier avec son adjoint. Et alors, cette fois, il n'était plus capot, il était, comme nous, déporté, si je puis dire. Et je me souviens, il nous a dit, pour vous, c'est bientôt fini, nous, on va continuer. Je me suis dit, il va continuer à quoi? Il va continuer à battre ou il va continuer à être prisonnier? Et à Mauthausen, on est resté un mois ou deux, me semble-t-il, à ne rien faire d'autre qu'à attendre que les armées alliées nous délivrent. Mais ça n'est pas encore arrivé, parce que nous avons quitté Mauthausen pour un tout petit camp dont je ne connais pas le nom, qui était pas très loin de Linz. Et c'est là que c'est terminé. On a dû arriver là en début avril, me semble-t-il. Et là, c'était l'isolement le plus complet. Il n'y avait plus que mon frère comme français. Le troisième français, je ne sais pas où il est passé. Et là, j'avais, moi, atteint un état de délabrement physique qui devait être assez avancé, puisque j'ai appris, après que, à ma libération, je pesais 29 kilos, alors que j'avais été sélectionné 10 mois auparavant parce que ma corpulence était celle d'un homme. Et dans ce camp où on ne comptait plus les jours, on ne comptait plus les nuits, tout le monde était prostré. Nous avons vu disparaître les SS, qui ont été remplacés par des soldats âgés de la Wehrmacht, qui étaient, je dirais, plus normaux dans leur comportement. Peut-être sentait-il aussi le vent tourner. Et puis un jour, on n'a vu personne. C'est-à-dire que ce jour-là, on n'a eu aucune nourriture. Et c'est ainsi que, sans être libérés, nous nous sommes aperçus que nous n'étions plus surveillés. Ça devait être les premiers jours de mai 1945. Alors certains sont partis. Et mon frère m'a dit, ce serait quand même trop bête de prendre une balle perdue. Restons encore ici une nuit et nous partirons demain matin. C'est paradoxal, on est resté une nuit de plus prisonnier dans ce camp alors qu'il n'était plus gardé. Mais sans doute avait-il eu raison. Mais c'était une journée de jeûne complet. Et le lendemain, lorsque nous sommes partis,
Alors nous avons eu tous ceux qui restaient. Parce qu'ils étaient morts. Alors nous ne sommes pas allés très très loin parce que bon, moi je n'avais plus la force physique. On a rencontré une réserve alimentaire. Il y avait du sucre en poudre, entre autres. Je me souviens que mon frère en a mangé. Il a essayé de m'en donner à manger. J'ai eu du mal. Et nous nous sommes réfugiés dans une cabane de jardin, parce que moi je ne pouvais plus avancer. Et alors je me souviens que mon frère essayait de me faire boire, mais je n'avais plus la force de déglutir. Et d'imaginer que quelqu'un est tellement fatigué qu'il n'a plus la force de déglutir, ça, enfin, je crois que ça révèle l'état de faiblesse extrême dans laquelle j'étais arrivé. Et mon frère restait près de moi. Et les Anglais qui étaient arrivés là battaient la campagne, car ce qu'ils avaient vu dans le camp, ils n'avaient dû voir que des morts, et battaient la campagne parce qu'ils imaginaient, à juste titre, que retrouver quelques traces de vivants. Et c'est ainsi que nous avons été découverts dans, je ne sais pas si c'est une cabane de jardin ou un hangar. Et là, nous avons été transférés en jeep dans la cour d'un collège ou d'un hôpital, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que là, j'étais sur un brancard. Je suis étonné encore à l'heure actuelle de constater que les armées avançaient avec aucune antenne médicale. Je crois que les soldats passaient, jetaient des boîtes de cornets de bif. C'était pas commode de les ouvrir pour ceux qui avaient encore la force. Ceux qui arrivaient à les ouvrir, je ne suis pas sûr que c'était une bonne hygiène alimentaire que d'absorber cette nourriture riche. Mais connaissant l'existence des camps, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas eu l'infrastructure médicale nécessaire qui d'habitude suit les armées. Et donc dans cette cour, moi j'avais la dysenterie, je ne me nourrissais plus. Mon frère était encore debout, lui. Enfin, je me souviens, il a ailé un infirmier, enfin un civil qui portait un brassard, en attirant son attention sur mon cas, en lui disant que j'avais que 14 ans et que j'étais mal en point. Et donc on a pris, deux hommes sont venus, ont transporté mon brancard, mais dans une autre cour où je suis resté encore au moins 24 heures de plus, parce que mon frère, lui, a été rapatrié le jour même sur la Suisse. Parce qu'on sauvait ceux qui étaient encore debout. Et moi, j'avais été laissé pour mort, pour non sauvable. C'est au moins le lendemain que, sans doute, manifestant encore un reste de vitalité, que l'on a commencé à s'occuper de moi. Et c'est probablement à ce moment-là que, n'en pouvant plus, j'ai sombré dans le coma.
Et c'est un coma qui a dû durer environ un mois, lequel était entrecoupé de quelques moments de brève lucidité. J'étais couvert de plaies et lorsqu'il fallait enlever les pansements, ma peau partait avec. Et pour éviter cela, on me plongeait dans une baignoire. Et c'est dans ces baignoires que de temps en temps, je reprenais conscience. Conscience de très brève et incomplète, conscience d'être en vie dans un environnement que je ne connaissais pas. Je me sentais flotter. Voilà comment j'ai été libéré.